On est dans Daf P, P Aleph, P, P, hein, dans Daf P. Et juste auparavant, on a dit que l'encre qui est assourd de faire sortir, c'est de l'encre de quoi pouvoir écrire deux lettres. La Gemara demande, Tana, Shte otiot bedio, Shte otiot bakulmus, Shte otiot bakalmerim. Si maintenant, je fais sortir de l'encre sèche, ce qui a séché, mais dont j'aurais pu écrire deux lettres avec. Ou par exemple, j'ai de l'encre qui se trouve dans la plume. De quoi avec cette encre-là, je peux écrire deux lettres aussi. J'ai dans la petite fiole, kalmar c'est le kesset en hébreu, dans la petite fiole, j'ai encore là-bas de l'encre de pouvoir écrire deux lettres. Est-ce que le fait de les faire sortir, ce type de dio-là, je suis chayav? Alors il vient te dire, tout ça, dans tous ces exemples-là, on est chayav. Maintenant, quand on est chayav sur le dio, et on n'est pas chayav sur le kulmus. Je m'explique. Vous vous rappelez qu'on a vu précédemment que quand on fait sortir une fiole d'encens, et qu'il y a un petit peu d'encens, moins que la quantité qu'on a le droit de faire sortir, on n'est pas chayav de faire sortir cet encens. Mais la fiole elle-même, elle est bêtée là par rapport à l'encens. Bien que la fiole est importante en soi, je ne suis pas chayav le fait de faire sortir la fiole parce qu'elle est battelle à l'encens. Là aussi, c'est la même chose. Le kulmus, je ne suis pas chayav de faire sortir le kulmus. Je ne suis pas chayav de faire sortir le kesset, ça veut dire donc la petite fiole où il y a de l'encre à l'intérieur. Et la main, de l'intérieur, il y a de l'encre pour. Maintenant, le problème, c'est comment comprendre cette Gemara-là, parce que c'est une marloquette entre a priori Bavli et Yerushalmi, ou Pegrom et Yerushalmi. Parce que quand je dis que j'ai de l'encre dans la plume, l'encre dans la plume, je vais écrire deux lettres avec. En écrivant deux lettres avec, il va rester de l'encre sur la plume. La plume ne va pas sécher. Même quand j'ai de l'encre dans la petite fiole, je vais prendre et je vais écrire. Il va rester sur les petits bords. Alors, quand on a dit la quantité ici, Shteotiot Badio, ça c'est sec. Ça veut dire qu'il faut voir comment c'était liquide avant. Mais en tout cas, Shteotiot Bakulmus et Shteotiot Bakalmarim, est-ce que c'est vraiment l'encre d'écrire deux lettres ou c'est l'encre plus ce qui reste sur le kulmus? D'accord? Ce qui reste pour le kulmus. Alors ça dépend d'Yerushalmi. Yerushalmi, il faut que tu puisses écrire avec ça deux lettres. Donc ça veut dire que je dois inclure aussi l'encre qui reste sur le kulmus et pas que l'encre qui a été écrite sur le papier et la même l'encre qui reste un petit peu sur le kulmus. Et on a qui veut expliquer, non, on parle vraiment que de l'encre pour écrire les deux lettres, c'est tout. Ce qui reste sur le kulmus, je ne l'intercale pas dans le compte en question de Shte Otiot. En tout cas, dans ces trois exemples-là, on est chayav. Par contre, Ba'erava, Otachad Bedio, Otachad Bekulmus, Otachad Bekalmarin. Bon, si maintenant j'ai fait sortir les trois choses, ces trois éléments, je les ai fait sortir, mais je les ai fait sortir dont chacun il a de quoi écrire une seule lettre. Dans l'encre sec, je crois d'écrire une seule lettre. Dans le kulmus, je crois d'écrire une seule lettre. Et dans le kalmar, de quoi écrire une seule lettre. Je n'ai pas sorti de l'encre pour le kalmar ou pour le kulmus. Et là, ils sont dans le kulmus, ils sont dans le kalmar, mais chaque fois j'en ai une seule. Est-ce que je regarde chaque élément à part? Et donc chaque élément à part, il n'y a pas la quantité d'écrire de lettres. Donc chaque chose, je ne peux pas écrire de lettres. D'accord? Dans le kulmus, je peux écrire qu'une seule lettre. Mais il faut que j'utilise l'encre qu'il y a dans le kalmar pour pouvoir écrire la deuxième lettre. Donc par conséquent, est-ce que je regarde chaque chose à part, et chaque chose à part, il n'y a pas la quantité d'écrire de lettres, donc je ne suis pas chayav, ou puisque je peux les associer quelque part, il y a sauf la possibilité de prendre l'encre du kalmar, de mettre dans le kulmus, de pouvoir écrire la deuxième lettre, alors je vais considérer l'encre du kalmar et l'encre du kulmus comme une seule quantité par exemple, et donc j'ai la quantité de pouvoir écrire deux lettres. Est-ce que je suis chayav, pas chayav? Teko, pas de réponse pour l'instant, Bezrat Hashem Bekaro. Amarava. Aujourd'hui, peut-être soir, on va dire, Bezrat Hashem, on ne sait jamais. Amarava. Hotzi shte otiot veketavam. Hotzi shte otiot, ça veut rien dire faire sortir deux lettres. Et là, il a écrit deux lettres en marchant, que chez Ouméaler. Il a écrit deux lettres sur un parchemin, sur une feuille, pendant qu'il est en train de marcher dans Reshut Arabim, ou en train de sortir de Reshut Ayachid à Reshut Arabim. Est-ce que Kaviachol, il est chayav sur l'écriture Vadaï? Est-ce qu'il est chayav sur Anacha, sur Otsa? Est-ce qu'il est chayav aussi de Otsa? Parce que sur le fait d'écrire deux lettres, il est chayav, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, est-ce qu'il est chayav le fait d'avoir fait sortir ces deux lettres-là et d'avoir posé? Pourquoi? Parce qu'il vient te dire chayav, tivatam zohi anachatam.
comme je continue à marcher. On a déjà appris que quand on marche, ça ne s'appelle pas qu'on est maniaque, mais néanmoins, au niveau de l'écriture, quand il est écrit sur le papier, il est considéré comme posé sur le papier. Et comme il est comme posé sur le papier, alors on considère que Kaviachol Ktivatan Zoya Nachatan. Et par conséquent, je suis aussi Chayab sur ces deux écritures parce que ça s'appelle comme s'ils ont été posés dans Reshut Arabi. D'accord? Je précise bien que le problème c'est de la Hotza, comme on a parlé jusqu'à maintenant, pas de l'écriture, parce que l'écriture va d'ailleurs Chayab. V'amarava, Hotzi Otachat Veketava. Il a sorti une lettre et en sortant, il a écrit une lettre. Vechazar, il est rentré. Veotzi Otachat Veketava. Et il est rentré, ressorti, en écrivant une deuxième lettre. Maintenant, tout ça, bien entendu, Kaviachol Vehelem Echad. Est-ce qu'on va associer les deux écritures et considérer comme s'il a écrit deux lettres, Vehelem Echad, au même endroit, ou le fait qu'il est rentré et qu'il est ressorti, c'est deux melachot d'écriture, mais séparés l'un de l'autre. Parce que je suis sorti, j'ai écrit une lettre, je suis sorti, je suis rentré et je suis ressorti pour écrire la deuxième lettre. En écrivant la deuxième lettre, alors Amarava, Hotsia Otachad Veketava Vechazar Hotsia Otachad Veketava, Pato. Maintenant, pourquoi c'est Pato? Maïtama, Beidna, de Afka, le Bataita, Chaser la Shiura de Kamaita. Quand tu viens écrire la deuxième lettre, ça manque dans la quantité de la première lettre. On s'explique, là on ne parle pas de l'interdiction d'écrire, hein. On parle de porter toujours. Quand j'ai écrit la première lettre, je suis rentré et je suis ressorti pour écrire la deuxième lettre, la première lettre elle a eu le temps de sécher. Quand la première lettre elle a eu le temps de sécher, l'encre que Bassof j'ai fait sortir, plus l'encre de la deuxième lettre que j'écris, n'est pas égale à deux lettres. Parce que comme la première elle a séché, elle a perdu de son volume. Comme elle a perdu de son volume, alors à ce moment-là, la deuxième lettre que j'écris et que j'arrive à la quantité que j'ai pas le droit de faire sortir, elle diminue parce que la première quantité, la première lettre, elle a commencé à sécher, elle a perdu de son volume. D'accord? Donc c'est pour ça que la raison qu'il n'est pas tôt. La Gemara demande, ah bon, ça c'est la raison que c'est pas tôt. C'est sorti dans n'importe quoi, hein. C'est un aliment, une carotte, une tomate, de moins qu'une demi-gorguerette, et tu l'as posé par terre. Et que Kabiachol, tu viens et tu as posé encore une demi-gorguerette dans la rue, tu es ressorti. Venasa, kemi, shekalta, kelev. Tu considères que comme si c'est un chien qui l'a mangé. On verra ça plus tard. Lorsque je jette quelque chose dans la rue et qu'un chien l'attrape, ça ne s'appelle pas qu'a été mounar. C'est comme si ça a disparu. Comme si ça a été brûlé en l'air. Donc il n'y a pas eu un nacha. Par le fait que le chien l'a attrapé en vol, il n'y a pas eu d'un nacha. Alors la même chose. Quand j'ai sorti une chatzri gogeret, je l'ai posée, et j'ai sorti une deuxième gogeret, la première, elle est considérée comme si elle a disparu. Ou qui est une istrefa, comme elle a été perdue. Ou patour, et c'est la raison qu'elle est patour. La Gemara, elle demande, d'après ce qu'on vient de dire là maintenant, tout le problème, pourquoi dans l'écriture on a dit qu'on était patour, rien que parce que l'encre il a séché, mais pas parce que je considère deux melachot différentes. Alors là, la même chose ici, là, dans Chatzi Gogeret, pourquoi tu dis qu'il est patour? Additionne, parce que là il n'y a plus l'idée que l'encre va sécher. Additionne la Chatzi Gogeret avec la deuxième, et fait que Kaviachol, tu as sorti la quantité d'une Gogeret au total. En plus, elle est encore posée ici par terre. Et comme elle est posée par terre, pourquoi tu ne peux pas l'associer avec la moitié, la première moitié qu'il y avait au départ, et que tu dis que voilà, Bassof, au total, dans le 1 LM, dans le même oubli, j'ai sorti au total la quantité Gorgueret, et je devais être Hayav. Il dit non, non, Chikama. Quand on travaille, il t'a dit ça, c'est comme ça que tu dois le comprendre. Si maintenant j'ai fait sortir la demi-gorguerette et je viens pour faire sortir la deuxième, avant que je dépose la deuxième, j'enlève la première. Donc comme j'enlève la première, elle est plus posée par terre. Quand je vais poser la deuxième, il n'en sort que par terre maintenant, j'ai qu'une demi-gorguerette, j'en ai pas deux parce que j'ai enlevé la première avant que je pose la deuxième. Donc nasit rishona kemi shenikleta ayede kelev o anisrefa. Donc la première, quand je l'enlève du parterre, je la considère comme si elle a disparu. Et par conséquent, quand je remets la deuxième, j'ai mis toujours une quantité de moins que Gorgueret, moins que la quantité qu'on est à sourd, et c'est pour ça que je suis pas tout. Ok, si c'est comme ça, je vais poser une autre question. Voici Rava, il a dit dans un autre din, Hotzi Chatzi Gorgueret Veinicha. Comment on l'a dit jusqu'à maintenant? Demi Gorgueret, il a posé. Vechazar,
Vehotzi chatzi gorgeret, vehevira derech halea. Et l'autre moitié de gorgeret, je l'ai fait passer au-dessus de la première moitié de gorgeret. Donc la première, elle est posée, la première moitié est posée par terre, la deuxième, elle passe juste au-dessus. Qu'est-ce qu'il marque? Chayav. Qu'est-ce qu'il dit là, Rava? Tu es chayav. Là, je considère que je fais la somme des deux chatzi gorgeret. Elle demande à pourquoi je suis chayav? Halonach, elle n'est pas encore été posée. Elle est encore en l'air, la demi-gorgeret. Pourquoi tu considères que Kavichol les considère comme posée? Et la réponse, Kegon Sheivira Torchelosha, il a fait passer dans les trois. Alors il y a deux façons de comprendre. Ou il a mis sa main par terre à moins de 3 tfachim quand il a fait passer l'objet. Or on a un klal que tout ce qui est dans 3 tfachim, Medin Lavoud, Melachal Moshe Messinai, c'est considéré comme l'objet posé. Et par conséquent, ça veut dire que la deuxième moitié est considérée comme posée, bien qu'elle est encore dans ma main. Elle est encore en mouvement. Mais comme on est dans 3 tfachim, elle est composée par terre. Deuxième explication, c'est que Torchelosha de la première. Elle est dans les 3 tfachim de la première. Quand elle est dans les 3 tfachim de la première, il y a comme un aimant qui fait que les deux moitiés s'associent, puisque je passe dans moins de 3 de la première. C'est-à-dire la première, elle peut être un petit peu rehaussée du par terre, mais le fait que je passe au-dessus d'elle, à moins de 3, à ce moment-là, j'associe les deux, ils s'associent les deux kazaït en même temps, et c'est voilà pourquoi je suis chaya. La Gemara, elle dit, attends, tu veux m'expliquer dans Torch Shalosh, voici pourtant cette notion-là de poser, d'être dans les 3 tfachim, il y a quand même une condition, que ça soit posé sur quelque chose. Le fait que rien que ça puisse passer dans l'air d'après Rabbanan, ça ne s'appelle pas encore véritablement Mounar. Non, comment tu vas expliquer d'après Rabbanan? Lokashia. Kan bezorek, kan bemavir. Rappelez-vous la machloket Rabbi Akiva et Chachamim, Kluta kimi sheuncha ou pas Kluta kimi sheuncha. Quand c'est rentré dans l'air, c'est comme posé ou pas posé. Il dit quand est-ce Chachamim, ils disent qu'il faut que ça soit maniach, Kluta alav kimi sheuncha, c'est dafka bezorek, quand je jette un objet. Alors là, les Chachamim me disent que tant que ça ne s'est pas posé, je ne suis pas chayav. Aval bemavir, quand je passe l'objet, dans 3, à ce moment-là, je n'ai pas besoin que ça soit mounach. Avec le fait de passer dans les 3, je considère comme si dans ma main, je considère comme si l'objet il est posé par terre. Donc ce que tu m'as dit au nom de Rabbanan, que ça sera moutar, rien que si c'est mounach, ça c'est dafka bezorek, quand je jette un objet. Quand je ne suis plus en contact avec l'objet, quand il est en l'air. Alors tant qu'il n'est pas posé, pour Rabbanan, on n'a pas de trio. Par contre, quand l'objet est encore dans mes mains, bien que je suis en mouvement, mais puisqu'il est dans mes mains et que je passe, alors ça s'appelle comme si ça a été posé. Bien entendu, quand je pars dans moins de 3, parce que quand je suis en hauteur et je marche, tant que l'objet ne m'arrête pas, l'objet n'est pas considéré comme posé. Mais quand je suis dans les 3 tfachim, là ça pose un problème. 3 tfachim de l'objet ou 3 tfachim du parterre, alors là ça poserait un problème parce qu'on a une halakha la Moshe Mishinai que dans 3 c'est comme si c'était posé par terre. À cause de l'avoud. Hein. Si il n'y avait pas le din de l'avoud, tout ce din là de faire passer avec ma main n'aurait aucune nafkamina, puisque on voit que lorsque je marche avec un objet, on n'a jamais considéré que l'objet est posé par terre, tant que je suis en mouvement. Donc c'est pas le fait que c'est dans ma main et que je marche qui veut dire l'objet il est posé, au contraire. Et la main, là, c'est parce qu'on est dans les 3 tfachim, là, il y a le din de l'avoud, c'est le din de l'avoud qui fait que je le considère comme posé par terre. Okay. De faire passer de Rishut Hayachid à Rishut Arabim, comme ça au moins de 3. Si je me rappelle bien, il y a une Mishnah comme ça, justement. Est-ce que quelqu'un, quand tu reçois d'au moins de 3, ça s'appelle que tu n'as pas levé du parterre encore. Comme si c'est encore posé par terre. Il y a une Mishnah comme ça. Maintenant, il faut voir dans le Chod Shabbat, est-ce qu'on peut dire ça aussi la même chose, mais Inachenami, il y a un deal comme ça qui existe. Plus d'une fois, la Gemara dit tu l'as reçu en moins de 3, tu l'as reçu en moins de 3. Enfin, d'ailleurs, on a vu une fois un pshat comme ça, tu l'avais reçu en moins de 3 dans les prakim précédents. Ça veut dire qu'a priori, Inachenami, ça ne s'appelle pas encore que tu l'as levé, quoi, l'objet. Tu l'as fait passer d'un domaine à l'autre. Peut-être d'un domaine à l'autre, peut-être oui, mais pas en tout cas posé par terre encore. Ça s'appelle lever et poser, je veux dire plus précisément. Tanoura Banan. Alors, Talgma l'amène maintenant une braïta. Hotzi chatzi gogeret vechazar hotzi chatzi gogeret behelem echad chayav. Ça c'est pas shoot. Hein. Un demi-gogeret puis un demi-gogeret dans le même oubli. Donc c'est une seule melacha basof qui s'associe. Et donc à ce moment-là, je suis chayav. Bishte ha'alamot, pato. Mais s'il y a une yedia au milieu, j'ai sorti une chatzi gogeret, tac, je me rappelle, j'ai fait un issour, et je ressortis une deuxième gogeret, ça c'est pas shoot, c'est pato. Mais là, le chidouche c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer,
בהלם אחד לרשות אחת חייב. שתי רשויות פטור. Quand est-ce qu'on dit que בהלם אחד je suis חייב, lorsque je fais sortir l'objet au même domaine, au même reshut harabim. Mais si je fais sortir l'objet à deux reshut harabim différents, vous allez voir après comment c'est possible, dans deux reshut harabim différents, dans le même oubli, les deux reshut harabim vont couper le maasé. Comme le premier maasé s'est fait dans ce reshut harabim, et le deuxième gogeret s'est fait dans le deuxième reshut harabim, d'après Rabbi Yossi, comme sont dans deux domaines différents de reshut harabim, hein, ça s'est fait, à ce moment-là, inachenami, je suis chayav. Maintenant, je suis pas tour, excusez-moi, je suis pas tour. Il faut que ça soit dans le même reshut harabim pour que je suis chayav. Rien que maintenant, la question c'est comment ça c'est shte reshuyot là? Comment ça marche chez shte reshuyot? Qu'est-ce qu'il y a qui sépare entre, qui fait que ça c'est un reshut harabim, ça c'est un autre reshut harabim, et j'arrive à passer de l'un à l'autre? Comment ça marche ce passage-là? Alors Rabba avec Ei, d'accord, il dit Vehu shiyesh chiyuv chatat benehem. C'est à condition qu'entre le reshut harabim 1 et le reshut harabim 2, il y a une séparation de chiyuv chatat, qui dit quoi reshut hayachid? C'est un reshut hayachid qui sépare entre les deux, et j'ai fait sortir de ma maison au premier reshut harabim, et j'ai oublié. Et après, je suis rentré dans la deuxième maison du milieu, et j'ai refait sortir au deuxième reshut harabim, de nouveau une demi-quantité, et après, j'ai terminé de faire la melacha, je me suis rappelé, comme les deux se sont faits be'elem echad, mais dans deux reshut harabim différents, c'est ça le cas qu'on n'est pas tour, c'est ça que le cas qu'il a dit pas tour, Rabbi aussi, mais à la condition que ce qui sépare les deux reshut harabim, c'est reshut hayachid. Chayav chatat veut dire reshut hayachid. Par contre, Abaye dit aval carmélite, non. Carmélite qui est considéré minatora comme reshut hayachid, ou même plutôt comme, oui, plus comme reshut hayachid que comme reshut harabim. Alors à ce moment-là, comme il n'y a pas d'interdit toraïque de porter de carmélite à reshut hayachid, ou de reshut harabim à carmélite, donc ça ne fait pas tampon. Ça ne sépare pas le reshut harabim, comme ça ne sépare pas le reshut harabim. C'est pour ça que ça ne marcherait pas, ça se considérait les deux reshut harabim comme un seul. Abayamar afilou carmélite, non. Même carmélite, ça peut faire une séparation. Ça indigne, parce que sauf, on a les khatrila, même des rabanan, on n'a pas le droit de faire sortir. Donc c'est quand même une séparation quelque part. Aval, pislalo. Pisla, c'est quoi? C'est un bout de bois, un tronc de bois qui a, on verra par la suite, c'est pas écrit, mais d'après le Rashi et d'après les Mekorot, on parle ici d'un bout de bois ou qu'il est haut de 10 tfachim, ou qu'il est large de Arba Amot. Un des deux. D'accord? Il faut qu'il ait au moins un des deux dinim de reshut hayachid, ce pisla-là. À cause de quoi? À cause de la comparaison qu'on va faire avec Gitin. Mais Kaviachol, ça, c'est ce bout de bois-là. Le pisla, ce bout de tronc-là, qui a un demi-din comme ça, un peu de carmélite, un peu de. Et ce pisla-là qui n'est pas tout à fait. Il n'est pas reshut harabim, bien entendu, parce que les gens ne marchent pas dessus. Ça fait une séparation pour marcher dessus. Néanmoins, c'est pas en tant que ça ressemble un petit peu à une carmélite, mais c'est pas un vrai carmélite. C'est pour cela que normalement, ils considèrent que c'est pas une séparation suffisante. Rabba Amar afilu pisla. Même si ça ce bout de tronc là dans la rue qui sépare le reshut harabim, ce tronc sépare reshut harabim, c'est considéré comme deux reshut harabim différents. Et pourquoi Rabba dit une chose pareille? Arrête, sauf, ça n'a pas de très grande différence que carmélite. Pourquoi il considère ça comme un domaine à part? L'Asda Rabba l'Etame, d'Amar Rabba, reshut Shabbat, que reshut Gitin Damia. Le reshut dans le Shabbat, c'est comme dans le reshut dans Gitin. Quel rapport de reshut dans Gitin? Normalement, un homme il veut divorcer une femme. Pour ça, il a l'obligation de lui donner le guet dans les mains. S'il ne veut pas lui donner dans les mains, il le donne dans son domaine à elle. Si elle a un khatser, il le jette dans le khatser. Elle est près du khatser, parce qu'il faut qu'elle soit près du khatser. Elle est qu'on a le guet, elle est divorcée. Si elle n'a pas de khatser, on peut lui emprunter un khatser. En l'occurrence, si elle est dans le khatser de son mari peut lui dire, écoute, voilà, je suis mash'il, je te prête mon khatser pour que tu puisses être divorcé. Et il lui jette le guet dans le khatser et elle est divorcée à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il a jeté le guet pour que ça soit dans le khatser, il était mash'il le khatser, mais il y avait dans le khatser un pisla. Et comme il avait un pisla, le guet, il a tourné et puis il s'est arrêté sur ce tronc-là. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée? Et pour ça que dans Gitin, elle n'est pas divorcée. Ça veut dire que je ne considère pas le pisla comme le reshut hayachid du mari. Donc comme l'élément qui lui a fait faire acquérir. Alors de la même façon que le pisla, je ne le considère pas comme le domaine du mari ou kaviachol, le domaine de la femme. Quand il lui a fait acquérir le khatser, il lui a fait acquérir a priori ce qu'il y a aussi sur le khatser. Mais le pisla,
puisqu'il est haut de 10 Tfachim ou large de Arba Amot, alors à ce moment-là, il a un statut Kaviochol Miuchad. De la même façon pour Shabbat. Et comme c'est la même façon pour Shabbat, donc ça sépare les deux Rishut Arabim. Et dès que ça sépare les deux Rishut Arabim, c'est la raison pourquoi à ce moment-là, il est pato. Le Elem Echad s'est fait dans deux domaines différents. Maintenant, on revient à la Mishnah avec toutes ces quantités qu'on n'a pas le droit de faire sortir, en l'occurrence Kechol. Kechol, on avait dit, c'est ce fameux bleu qu'on met au niveau des yeux. Mais dans la Mishnah, il y a marqué Kedel Ikrol Ainachat. De quoi colorier une seule. Vous avez vu le petit dessin est marqué là-bas, Rishut Abim, Rishut Arabim, vous avez dans Rashi un petit peu les trois éléments qui sont marqués. Donc maintenant on avait dit que si on colore d'un seul œil, quand la Gemara demande Ainachat, Halokachle, qui c'est qui colorie un seul œil? On n'a jamais vu quelqu'un qui se maquille qu'un seul œil, à part des fous, mais normalement on se maquille pas un seul œil. Amaravuna, Sheken Tsnuot Kochlot Ainachat. Oui, parce que les femmes qui sont tsnuot, les femmes qui veulent garder leur beauté, qui ne veulent pas être provoquées, pas trop provoquer le Yetzirara, avaient l'habitude de sortir avec un œil voilé. Vous retrouvez ce minag-là, je vous l'ai déjà dit, en Afrique, sur certaines communautés africaines ou arabes qui ont la tendance à s'habiller, se voiler, laisser qu'un seul œil ouvert. Maintenant, on va voir dans quel cas ils avaient l'habitude. C'est pas, en vérité, tout va dépendre du milieu dans lequel on vit. Si dans un milieu, tout le monde a l'habitude de s'habiller de cette façon-là, si on ne s'habille pas de cette façon-là, il y a un problème de tsniout. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir, et en l'occurrence, n'ont pas l'habitude, ça provoque. Par exemple, si on a tous l'habitude de porter les femmes ont porté des bas, une femme qui ne porte pas de bas, c'est un problème de tsniout. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes sans des bas. Si tout le monde a l'habitude de marcher avec des jupes longues, si quelqu'un y met une jupe, même après le genou, il pose un problème de tsniout par rapport au milieu qu'il habite. Maintenant, si en Afrique du Nord, ils avaient tous l'habitude de marcher pieds nus ou de marcher sans bas, alors c'est plus un problème de tsniout parce que tout le monde marchait de cette façon-là. Bien entendu, il y a des endroits du corps de la femme qui sont tabous. C'est pas le problème du minag de l'endroit, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que ça va nous permettre s'ils sont mévatrim sur ça. Non, on parle de ce qui est plus que ce qui est déjà défini comme standard. En l'occurrence, un œil, deux yeux découverts, tout va dépendre du milieu en question. Et c'est pour cela, la Gemara demande les tsnuot, comme ça il faisait, comme il sortait avec un seul œil découvert, donc il se coloriait un seul œil. Métiv et Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Chol, ce bleu-là, im le refoua, si tu le mets pour guérir tes deux yeux, kedel ikrol ainachat. Ça, c'est effectivement, c'est la quantité qu'on a besoin pour un seul œil, parce que tu peux être malade d'un seul œil. Ça, c'est le minimum que tu peux être malade, donc c'est pour ça. Alors, im les cachettes, si c'est pour se maquiller, b'shteinayim. Donc tu vois, tu peux sortir avec deux yeux. Pourquoi on a dit ici avec un œil? Parce que notre Mishnah, nous, ça parle pour maquiller une femme. Ça ne parle pas les refouas. Les refouas, tu as raison, mais ça ne parle pas les refouas. Tirgema Hillel, Bered Rab Shmuel ben Nachmani, Kitanya Aï Beironi. Quand il a dit là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar, qui sort avec les deux yeux coloriés, les deux yeux maquillés, on parle dans les villages. Ironite, ici, c'est village. Hein. Village, parce que dans les villages, il n'y a pas beaucoup de monde. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, donc il y a moins de problèmes de pritzout. Comme il y a moins de problèmes de pritzout, les filles se permettaient de sortir avec les deux yeux découverts. Mais dans les grandes villes, semblerait-il, où il y a beaucoup de monde, où il y a un khachage, plus de khachage de pritzout, elles avaient l'habitude de sortir avec un œil couvert. Et je répète, on a déjà vu ça aussi, ça dépend du style et de l'endroit dans lequel on habite. Hein. À Madiot, il sortait le visage découvert. À Bavliot, sortait le visage couvert. Tout dépend des milieux dans lesquels on habite. Là, on a amené deux exemples en l'occurrence. Après ça, Sha'ava, Kedeliten, Alpi, Nekev, Katan. Le Sha'ava, c'était de quoi mettre, c'est entre parenthèses, mais on le lit quand même, d'accord, de quoi boucher un petit trou. Tana, Kedeliten, Alpi, Nekev, Katan, Sheliain. Dans des petites fioles, kaviachol, ou des bouteilles, quand on voulait faire sortir du vin, quand c'était fermé, on pouvait le fermer avec un bouchon. Et après ce bouchon-là, on pouvait l'ouvrir et faire un trou, faire sortir du vin et on le rebouchait avec de la cire. Cette quantité de cire qu'on utilisait pour boucher le trou, c'est ça que c'est assaut. Devek, c'est de la colle mamash, kedeliten berof ashafshaf. C'est quoi ashafshaf? C'est quoi cette notion de shafshaf? La Gemara va dire. Tana, kedeliten berosh ashafshaf chez berosh akane chez tsayadi. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'attraper les oiseaux. Il y a un filet, il y a une cage, il y a de prendre une poutre, et sur la poutre mettre un bâton en forme de T,
D'accord? Et sur la forme de T, je mets de la colle. Je mets de la colle. Les pigeons, ils aiment bien, ou les oiseaux aiment bien se poser sur des choses qui sont en hauteur. Ils vont se poser sur le bâton qui est en forme de T là-haut. En se posant en dessous, ils vont se coller leurs pieds. Et hop, je peux les attraper comme ça de façon assez facile. Comme des fois des pièges à rats. Vous avez des pièges à rats, des pièges à souris. C'est de la colle en vérité. Il se met ses pieds, il se fait attraper là-dessus. Alors cette colle-là, qu'on met au-dessus de la poutre pour attraper les oiseaux, c'est ça la quantité de colle qu'on n'a pas le droit de porter. Zefet vegofrit kedel laasot. Zefet vegofrit, c'est de quoi kaviachol laasot. Tana kedel laasot nekev katan. De quoi faire un petit trou. Un petit trou de quoi? De caspite. Caspite, c'est du mercure. Alors quand ils avaient l'habitude de garder du mercure, le mercure, ils appellent ça kesef chai. On l'avait vu dans la Mishnah, d'accord? De l'argent vivant. Pourquoi? Parce que c'est liquide. Maintenant, ce mercure-là, hein, il gardait dans des petits roseaux. Comme des roseaux, ils sont un peu chaloun à l'intérieur, des petits roseaux. Maintenant, comme c'est quelque chose semble yaka, ou que ça risque de partir facilement, et que c'est peut-être dangereux aussi le mercure, donc ils mettaient dans le petit roseau, puis ils fermaient le trou. Après, quand ils fermaient le trou là-haut, quand ils voulaient prendre du mercure, ils faisaient un petit trou, et après ce petit trou-là, ils versaient le mercure et ils refermaient. Ils refermaient avec quoi? Avec du zefet ou du de gaufri. Donc, quelle est la quantité de zefet et de gaufri qu'on a besoin? C'est quand je veux fermer le petit trou qu'on a fait pour faire couler le mercure. Charsit, kedel laasot pi court. Charsit, c'est des briques effritées, cassées un petit peu, et ils avaient l'habitude aussi de faire des petites formes. Pourquoi? Laasot pi court. Pi court, rappelez-vous, c'est de le souffler, et le trou que je fais rentrer dans le four pour mettre mon soufflet et pouvoir chauffer le four en question. Alors maintenant, la Mishnah a dit Charsit kedel laasot pi court. Alors que Rabbi Yehuda nous avait donné une autre mesure là-bas dans la Mishnah, si je me rappelle, une seconde. On va essayer de la retrouver rapidement, la mesure de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous avait donné une mesure qui a priori semble être plus grande que la mesure qu'on vient de dire là maintenant. Rabbi Yehuda nous avait dit dans la Mishnah de... Ah oui, pitpouté, voilà je me rappelle maintenant, pitpouté kira, c'est les pieds qu'on met pour rehausser le four. Vous vous rappelez ces petits pieds qu'on met pour rehausser le four, pour que le four ne touche pas le parterre, comme ça il ne se refroidit pas. Alors à ce moment-là, ces petits pieds-là, ça c'était la charsite qu'avait parlé Rabbi Yehuda. Maintenant, a priori, si on dit de quoi faire ce petit trou-là pour faire rentrer le soufflet, si on regarde les petits pieds où Kaviachol va tenir le four, alors ça voudrait dire que Rabbi Yehuda il est plus Mekel que Chachamim. Or, dire que Rabbi Yehuda il est plus Mekel que Chachamim, ça paraît bizarre. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Mishnah qu'habituellement Chachamim sont Mekilim sur Rabbi Yehuda. Leurs mesures à eux sont plus grandes que celles que Rabbi Yehuda. Comment ça? Les Memra, des Shura, des Rabbi Yehuda n'affichés. Est-ce que tu vas me dire que la mesure de Rabbi Yehuda elle est plus grande, donc il est Mekel, il te permet de sortir une quantité plus grande, parce que les petits pieds là de Charsit, ils sont a priori plus grands que le petit trou que tu fais là-bas pour faire entrer le soufflet. Vea Kaimalan, les Shura des Rabbanan affichés. Pourtant, on a comme acquis que les mesures que Rabbanan nous ont données, eux, ils sont plus Mekilim, plus grands que les mesures de Rabbi Yehuda. D'où on a vu ça. Hein. Au niveau du Gemi, vous vous rappelez cette ficelle fine, molle, qu'on a l'habitude de la mettre autour de la kavara pour pouvoir l'accrocher sur le mur. C'est un de Gemi, donc c'est quelque chose de flexible comme ça, c'est pas un rével épais. Gemi, la quantité était de quoi pouvoir faire une petite languette comme ça qui me permet d'accrocher la kavara sur le mur. Alors que d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous a dit, que pour Rabbi Yehuda, la quantité de ficelle de Gemi qui est à source, c'est de mesurer le pied d'un enfant. Or, mesurer le pied d'un enfant, vous comprenez d'un enfant qui vient de naître, est tout petit par rapport à cette languette-là, qui vient de la kavara. Donc tu vois que Rabbi Yehuda Bederk là, il est plus mahmir que Chachamim. Semblerait-il que, en réalité, c'est une question un peu difficile. Parce que qui te dit, peut-être il est mahmir ici, les Mekel là. Et là, on va voir tout le long que Kaviachol, la Gemara, elle part dans le principe que Rabbi Yehuda, il est mahmir plus que Rabbanan. Cette question, elle va être répétée 3-4 fois. Que Rabbi Yehuda, il est plus mahmir que Rabbanan. Donc, quand on est parti avec ce concept-là ou ce principe-là, c'est pour cela que Kaviachol, on pose la question ici dès maintenant. Alors c'est pour ça qu'il dit non. Ema kede la soute pitpote kira ketana. Non, en vérité, c'est pas pour rehausser forcément le four, mais on parle d'un petit four qui a des petites, par exemple, des fissures. Et on prend ce petit argile-là, ce charsit, et on le met dans les fissures. Et là, c'est des petites quantités, parce que j'ai affaire à un petit four. Un petit four, ça peut être un petit four pour ceux qui font de l'or. Ils utilisent parce qu'ils ont besoin de concentrer la chaleur, donc ils utilisent des fours petits, parce qu'en plus ils n'ont pas de grande quantité d'or.
dans des petites quantités d'or. Donc ces petits fours-là d'orfèvre qui s'occupent de l'or, quand il y a des fois des petites fissures, on peut utiliser la charsite pour essayer de boucher les fissures d'après l'explication de Rachid, la touar bekaim shebo, la touar fermée, les bekaim, les fentes qu'il y a ici à l'intérieur. Maintenant, soubin, c'est en disant entre parenthèses, il y en a qui sont gorsim, ils ne sont pas gorsim, le rachal n'est pas goresh, mais on va le lire. Soubim, c'est du son, effectivement. Kedeliten al pikour, c'est le tzorfezav. Ces petits fours-là, quand on enlève le soufflet, ils avaient l'habitude de boucher le trou avec du son. Maintenant, est-ce que le son il prend feu, il ne prend pas feu à Niloyodéa? Ils avaient l'habitude de boucher ça avec le son. Donc, cette quantité de son qu'on peut mettre ici pour boucher le trou de pikour, ça c'est kaviachol, la quantité qui est à soi. Après, maintenant, on a parlé Tanoura Banan. Amotsi Se'ar, celui qui sort kaviachol des cheveux. À quoi servent les cheveux? Alors, c'est manienne Kedé les gabel bo et tatit, pour le mélanger avec le. On va traduire, je vais traduire tit béton. À l'époque, il n'y avait pas de béton. D'accord? C'était une chambre de matière qui te permettait de faire comme des briques. C'est comme un petit peu de la chaux, dans la construction, il y a ce qu'on appelle pas le mortier, c'est du béton aussi. Ce que tu mets sur les murs pour rendre lisse le mur. Pas la chaux, hein. Il y a du plâtre, mais il y a encore un autre terme dans le bâtiment aujourd'hui, on appelle ça schlichte, un truc comme ça. Spartel, voilà, du spartel. Genre de spartel. On va dire, c'est comme du spartel, d'une certaine manière. Hein. Donc, un motzi se'ar, kedel egabel bo et atit, pour pouvoir le mélanger avec le tit. Pourquoi? Parce que, spartel, c'est pas du français, hein, je sais pas comment on dit ça en français. Placoplâtre. Hein, placoplâtre. Alors, en tout cas, l'egabel bo et atit, le cheveu endurcit le tit, le rend plus fort, le rend plus costaud, d'accord? Donc, ces quantités de cheveux que tu mets dans le placoplâtre là, pour le durcir, ça c'est la quantité de cheveux qui est problématique. Maintenant, c'est bien beau. Tu m'as dit le cheveu par rapport au placoplâtre. Mais combien de placoplâtre j'ai le droit de faire sortir? Alors c'est pour ça que l'agma étudie, vétit, la saute picour, celle fait zahar. Et le tit, c'est la quantité de faire ce petit trou-là aussi pour le soufflet qu'on met dans les tzorfezab, les orfèvres qui s'occupent de l'or. Donc la quantité de cheveux devient très petite. Parce que déjà la quantité de tit pour faire ce petit trou-là n'est pas très grand. Et en plus de ça, tu mets des poils à l'intérieur, donc il va dire que la quantité de poils n'est pas vraiment gadol pour ça. Maintenant, sid, kedé la soude. Sid, de quoi pouvoir mettre de la chaux. Maintenant, la Gemara veut comprendre, c'est mettre de la chaux combien? Quelle est la quantité? Tana. Kedé, d'après Rabbanan, déjà on avait déjà appris ça. Tana, kedé la soude, etzba ketana chez Babanot. De quoi prendre un petit doigt, en l'occurrence toujours un petit doigt, c'est le petit doigt du pied. Hein. Des filles qu'on met avec de la chaux pour rendre la peau rouge. On avait dit que la peau rouge, ça rend un peu plus vivante, un peu plus belle, et donc ça embellit les filles. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Benot Israël chez Guillaume les Pirkan. Les Benot Israël qui sont arrivés à l'âge de se marier, mais elles n'ont pas 12 ans. Elles ont des poils, donc elles ont des poils en bas, elles ont des poils, mais elles n'ont pas 12 ans. Et comme elles n'ont pas 12 ans, elles ont honte de ces poils-là. Donc à ce moment-là, hein, il faudrait les enlever. Donc, Benot Israël chez Gioul et Pirkan, Velo et Gioul et Shanim, ils n'ont pas eu leurs 12 ans. Benot Aniim, Toflot, Otam Bessit. Comment le Toflot, le mot le Tafel? Donc, en d'autres termes, Tafel, c'est dérisoire. Mais dans le sens ici, ils les font tomber. Comment elles les épilent? Comment elles les font tomber? Parce que le but, c'est de les faire tomber pour pas que ça repousse rapidement. Donc, comment elles les font tomber? Comment elles les enlèvent? Avec du cidre, avec de la chaux. Ça brûle un petit peu, cagnerait le cheveu, et ça fait tomber le cheveu. Comme il y avait à l'époque une méchri. Quand on ne pouvait pas utiliser les machines électriques, alors d'abord on va dire le khatrila, ceux qui veulent se raser, la meilleure façon de se raser c'est avec du méchi. Là il dit que c'est moutar le khatrila, le rasoir a des problèmes, pas de problème, mais c'est une pommade que tu mets, comme les femmes ont l'habitude de mettre sur leurs pieds, d'accord, mais c'est spécial pour la peau, et après tu fais passer un bâton et les cheveux tombent de même. C'est la même base du cire. C'est pas un rasoir. C'est une pommade, c'est une pommade qui s'appelle méchi en hébreu, qui est comme une pommade que les femmes mettent sur les pieds, mais là c'est pour des cheveux qui sont plus forts. Non, la crème de raser c'est rendre mou pour que tu puisses pas te faire du mal. Mais tu mets la crème, après tu passes ta main, le poil ne tombe pas. Alors que cette pommade là, tu le laisses pendant 1 minute, 2 minutes, après tu fais comme ça, les poils ils tombent. De même. Ça s'appelle de la crème épilatoire. Il y a fameuse crème épilatoire. C'est bien que tu t'y connais. Ouais. Donc, alors Bessid, donc il mettait ce cidre là pour enlever les poils. Toflot otam
Alors maintenant, par contre, excusez-moi, Bnot Ashirim, ceux qui sont riches, toflot otam besolet, avec du solet. C'est intéressant comment le solet peut faire tomber la semoule, comment on peut faire tomber les poils. Et Bnot Melachim, toflot otam beshemen amor, avec de l'huile de amor. Qu'est-ce que c'est l'huile de amor? On va voir ça, Balagmara par la suite. Chez Neymar, d'où on sait que l'huile, ça embellit et ça fait tomber tous les poils, parce que semble-t-il que pour une femme, les poils dans le corps, zélo y a fait. Donc, comment on peut utiliser, comment il faisait ça? D'où on sait que Shemen Amor ça servait, comme c'est marqué dans Esther, Shisha Chodashim, Shemen Amor, et Shisha Chodashim, Shemen Amor, 6 mois on les mettait dans Shemen Amor, ça demande beaucoup, mais en tout cas, Kaniré, ça empêchait le poil à repousser pendant un bon moment, et puis en même temps, on verra que le Shemen Amor, ça embellit la peau, ça rend la peau lisse, ça rend la peau claire, ça rend la peau luisante, quelque chose, ça embellit les femmes. Maintenant, la Gemara demande, Maï Shemen Amor, c'est quoi cette huile-là particulière, Amor? Maravuna, Barchia, Amar, Tas, Satchat. Satchat. C'est quoi Satchat? Alors, Satchat, c'est une huile, il ne donne pas de définition, mais une huile qui a une bonne odeur. Quel type d'huile a une bonne odeur? Si c'est une huile d'amande, il aurait pu le dire, une huile de noix de coco, il aurait pu le dire. En tout cas, c'est une huile, comme ça il décrit le Mefarshim, qui a une bonne odeur, qui était connue à Bavel à l'époque. Rabbi Yirmiya bar Abba Amar, Shemen Zaït shelo yvi ashlish. C'est donc de l'huile d'olive qu'on prend d'une olive qui a poussé à un tiers de sa grandeur. Tania Rabbi Yehuda Omer, Anfikon. C'est quoi Anfikon? Shemen Zaït shelo yvi ashlish, c'est la même chose. De l'huile d'olive qui est arrivée à un tiers de sa pousse. Lama sachinoto. Et pourquoi on le met sur la peau? Shato shemeshir et asear. Parce que ça fait tomber les poils. Ou me'aden abassar. Et le plus important, c'est que ça embellit le corps, ça embellit la beauté de la femme. Et là, vous allez voir un truc, il faut que vous faites attention. D'accord? C'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Rav Bibi avait les barta. Il avait une fille, mais qui semblait qu'elle avait beaucoup de poils, un peu poilue. Elle avait une fille qui était poilue. Qu'est-ce qu'il a fait? Tafla ever. Chaque membre de son corps, qui avait des poils, il lui a mis ce shemen à mort, ou s'il n'a pas les moyens, ce cide, jusqu'à que Kaviachol, il lui a fait tomber tous les poils. Hein? Lui, il l'a mis à sa fille, pour que tous les poils, parce que de chaque albé arba me'odzuzé. Et la dot qu'il a reçue pour Keneged ça, les maris, quand on vu comme elle est devenue très belle, grâce au fait qu'elle a été enduite de toute cette huile-là, ou cette pommade-là dans le corps, ça l'a embelli son corps, que Kaviachol, quand il est venu à la marier, alors il s'était prêt à payer 400 zouz pour elle, alors qu'habituellement c'est 200 zouz la Ktouba, là ils étaient prêts à doubler la somme pour se marier avec elle. Maintenant, bien entendu, quand quelqu'un voit que ça marche, il y en a d'autres qui copient. Ce goy-là, qui était voisin de Rav Bibi, avait les bar tafla. Lui aussi, il avait une fille avec beaucoup de poils. D'un seul trait, il a enduit de cide, du pied à la tête, le même jour. Il n'a pas fait comme Rabbi Abi, membre par membre. Il a fait badigeonner d'un seul moment, il a besoin de toute sa fille. Meta, elle est morte. Bon, vous comprenez pourquoi elle est morte, parce que si on ne demande pas au sport de la peau de respirer, si par exemple vous badigeonnez une personne avec de l'or par exemple, vous bouchez les glioles de la peau, la personne peut mourir. Même qu'elle respire avec l'air, comme le corps ne reçoit pas de l'oxygène, la personne peut mourir. Ce qui s'est passé à cette miskena là, toute sa peau était pleine de cide, clac, elle est partie. Et Amar, et c'est le gars, il a dit, Katal Ravibi le Barti. Ravibi, il a tué ma fille. Moi, j'ai voulu le copier, et bon, il a mal copié, bien entendu, et il s'est accusé Kaviachol, Ravibi, de ça. Maintenant, la Gemara demande pourquoi Ravibi, il a fait ça. Là, c'est ça qui nous concerne, nous, plus les hommes. Amar Rav Nachman, Ravibi de Chate Sichra, Ravibi, qu'il avait l'habitude de boire de la bière, Bayan Bante Tefelas. Leurs filles ont besoin de cette pommade-là pour leur enlever, pour les blanchir, parce qu'ils ont une peau qui est un petit peu noire. Si le père, il prend un peu trop de bière, alors il risque d'avoir des filles avec une peau un peu sombre. Anan de lo shatinan, nous qu'on ne boit pas shikha, nous qu'on n'a pas l'habitude de boire de la bière, lo bainan bantan tefela, on n'a pas besoin de mettre ceci là à nos filles, parce que les filles, notre Israël, comme il dit Raprizda, tous les filles juifs, elles sont jolies d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'éléments extérieurs pour les embellir. Ça, c'est la Kedusha Miyuchedet que je a donné au Bnot Israël. Mais si, semble-t-il, le père c'est un buveur, en l'occurrence de bière, il aime beaucoup la bière, qui s'attend à avoir des filles un petit peu sombres de peau. Et donc il aura besoin de tafla pour ça. Rabbi Yehuda Omer, Kedé la soude, pardon?
il y a mashma deux choses. D'abord, c'est bien pour enlever les poils, mais c'est me'aden tabassar. Il avait besoin de rendre la peau de sa fille claire. Et là, c'est mashma que c'était sombre. D'accord. Ravi Benta, c'est pas uniquement de faire tomber les poils, mais aussi que la peau de sa fille, elle était un peu sombre comme ça. Mais normalement, tu as raison, c'est les deux, c'est le poil et le truc. D'accord. Rabbi Houda Omer, Kedel la soud calcul. Combien la quantité de cidre qu'on a le droit de faire sortir, de quoi mettre la chaux dans du calcul. Qu'est-ce que c'est calcul? On va voir. Maï calcul ou maï andifi. Parce que Rav Nachman, après dans la Mishnah, il dit Kedel la soud andifi. Alors Rabbi Houda il dit calcul et Rabbi Nachman il dit andifi. Qu'est-ce que c'est chacun? Amar Rav Tzid'a ou Bat Tzid'a. Un il explique c'est la tempe, d'accord? Et il explique c'est en bas de la tempe. Bat Tzid'a c'est en bas de la tempe. Donc calcul c'est la tempe et Bat Tzid'a c'est en bas de la tempe. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi avoir besoin d'enlever ici au niveau de la tempe des cheveux? Peut-être on parle de cette tempe-là, pas ici. Peut-être on parle de là, que si elle avait des poils ici, c'est pas joli. Donc il voulait enlever les poils qui sont là, ou il faut enlever les poils qui sont ici chez la femme. Et donc ça s'appelle Batsida. Là, c'est en bas de la tempe. Là, c'est la tempe. Parce que ça m'étonnerait qu'on va enlever les cheveux qu'on a ici, c'est un petit peu moche. À moins qu'à l'époque, il y avait une beauté là-dessus. On voit qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien se raser comme la femme nazie, quoi. De raser carrément les trucs. Peut-être c'était belle pour les femmes à l'époque, mais en tout cas, Batsid, il y a Tzid'a, c'est au niveau de la tempe, Batsida, c'est en bas de la tempe. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que pour l'instant, la quantité qui est dans la tempe est plus grande que la quantité qui est d'en bas de la tempe. Alors, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, il est Mekel sur Rav Nachman. Alors, on va voir ici tout de suite. Amarav, Tzida Batsida, les Memra des Shura de Rabbi Yehuda n'affiché. Est-ce que tu veux me dire qu'à ce moment-là, la mesure de Rabbi Yehuda, déjà par rapport à Rabbanan, hein, par rapport à Rabbanan, la mesure de Rabbi Yehuda, il est Mekel, il est plus Mekel, parce que Rabbi et Rabbanan, ils ont dit de quoi colorier, de quoi mettre de la chose dans un petit doigt d'une femme. Alors lui, que Rabbi Yehuda, il te dit la tempe. Or la tempe, elle est toujours plus grande que le petit doigt. Donc est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, sa mesure à lui, il est Mekel sur Rabbanan? Ah, Kaimalan des Shura de Rabbanan est fiché. Alors pourtant, on sait que Kaviachol, la mesure de Rabbanan, elle est plus Mekela, comme on a déjà vu auparavant. Hein? Et la réponse, Zuta mi Rabbanan, venifiche mi Rabbi Nechemia. Il faut dire que la mesure de Rabbi Yehuda, en vérité, cette quantité-là de chaux qu'on met au niveau de la tempe, elle est plus petite que celle que Rabbanan, mais elle est plus grande que celle que Rabbi Nechemia. C'est-à-dire que le grand Mahmir, c'est Rabbi Nechemia. Que pour lui, la quantité de chaux qu'on a besoin d'utiliser, c'est mamash pour l'instant, d'après l'explication, c'est en bas de la tempe. C'est juste peut-être juste ici ou juste ici, juste les petits poils qui sont là ou là de la figure de la personne. Donc ça voudrait dire que Rabbi Nechemia, il est plus que Rabbi Yehuda, il est plus mahmir, il est plus mekel que Rabbi Nechemia. Métive, Amar Rabbi Nir'im livré Rabbi Yehuda. Il semblerait que les svara de Rabbi Yehuda, elle est logique, bechavut. Bechavut, ça veut dire avec de la chaux mélangée avec beaucoup d'eau. Comme il a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'eau, donc c'est pour ça que la quantité elle est beaucoup plus importante. Par conséquent, vous divrez Rabbi Nechemia de Betzat Hasid. Betzat Hasid, ça veut dire avec de la chaux qui a mis avec très peu d'eau, de telle sorte que la chaux elle est un peu dure et qu'après ça fait une forme d'œuf, une petite boulette en forme d'œuf. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit lui, Rabbi? Que les paroles de Rabbi Yehuda parlent de Chavut, et je le comprends dans le cas de Chavut pour Tzada, et que Rabbi Nechemia, il parle quand la chaux, elle est sans de l'eau. Bessid. Et si tu penses qu'on parle que la mesure entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda, c'est entre la tempe et en bas de la tempe, Aïde Baïde, Bechavut, tu aurais pu très bien me parler dans les deux camps, on parle de Chavut, parce que le Sid là-bas, comment il s'appelle le deuxième là, le cas de Betsa, de Divrei Nechemia, Betsa Tassid, on n'utilise pas ça pour enlever les poils. Pour enlever les poils, il faut badigeonner l'endroit des poils pour pouvoir les enlever. Alors que si tu me parles de la chaux qui est devenue dure, ça ne peut pas s'utiliser au Batsida. Donc ton explication à toi que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, c'est entre Tzida et Batsida, ça ne marche pas. Parce que comment tu vas expliquer ce qu'Amar Rab Nir'im Divrei Rabbi Yehuda Bechavut Rabbi Nechemia le Betsat Asid? Betsat Asid, ça ne va pas au niveau de Batsida. Et là, qu'est-ce qu'il veut te dire? Et là, Amar Rav Yitzchak, Amar Deber dans la Shiva de Rabbi Ami, un nidifa, on parle ici de un nidifa.
Un idifa, c'est un ustensile, voilà, on dit Rashi, un ustensile de Klecheres, et que Kaviachol, on prend des Klecheres qu'on fait des mesures avec. C'est-à-dire, quand je m'explique, je ne fasse pas d'erreur, Ken. Non, c'est ça, pas des mesures. Un Klecheres qui a deux ouvertures. On prend une pipette, par exemple. Une pipette, mais une pipette un peu plus grande, qui est forme d'argile, et que je viens et que je veux remplir et faire transvaser du vin d'un endroit à l'autre. Je vais remplir. Comment on travaille avec une pipette? On trempe la pipette dans le liquide, je bouche le bout de la pipette et je peux transférer comme ça le vin. J'ouvre après mon petit doigt, je peux transférer de l'autre côté. Si maintenant, c'est pas pour transférer, mais c'est pour remplir et mettre de côté. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je remplis la bouteille. Donc là, je la remplis d'abord dans le vin, par exemple. Après, je bouche le trou d'en haut. Donc automatiquement, le vin, il n'y a plus d'air, donc il est bloqué. Et après, je peux prendre la bouteille en truc et la renverser. La remettre à l'endroit. Et donc le bassis devient le cidre que j'ai mis en bas. D'accord? Donc c'est un moyen de pouvoir remplir des bouteilles rapidement. Je fais rentrer la bouteille qui a deux trous, je la fais rentrer rapidement, elle se remplit du liquide que je veux. Je bouche le liquide en haut, du vin en l'occurrence, si ce liquide c'est du vin, je le bouche avec du cidre parce que c'est un truc qui est assez malléable. Et après, je lève la bouteille entière, donc le vin ne peut pas tomber parce qu'il n'y a pas d'air. Je la renverse et voilà, j'ai ma bouteille qui est pleine. Et voilà ça, qu'est-ce que ça veut dire, la quantité de cidre en question qu'on parle, qui peut être une bouteille petite, un très fin petit, comme une pipette comme ça. Donc Amar Andifa, non, Andifa, c'est la quantité de Kaviachol nous parle ici, c'est de Rav Nachman, a priori c'est Andifa. La Gemara demande, Matkif le Rav Kahana, Mechi Adam, Ose Maotav Anfarot. Est-ce qu'un homme il prend son argent et il le rend comme de la poussière? Parce que cette chaux-là que tu as mis, avec le liquide qu'il y a dessus, elle ne va pas tenir. Le liquide, il va effriter la chaux doucement, doucement, doucement. Et tout ton vin qui est à l'intérieur, il va tomber à la poubelle. Donc ça ne peut pas possible que tu parles que quelqu'un, quand il veut ramasser de l'eau, il va faire cette quantité-là de chaux, parce que la chaux va pas tenir 2 minutes. Et là, Marav Kahana, Shenatot, c'est quoi Shenatot? Des mesures. Qui veut dire que lorsque je prends une carafe et je veux mesurer 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, qu'est-ce que je fais? Je fais des simanim, des petites blitotes comme ça. Maintenant, pour pouvoir bien les voir, ces petites bosses que je mets dans la marmite, je les colore avec du cidre. Je les colore avec du cidre, et la colorer avec le cidre, c'est une petite quantité de cidre. Ça, c'est la quantité de Rav Nachman. Ce que Rav Nachman m'a dit que Kaviachol Andifi, c'est quoi Andifi? C'est ces petites mesures que je mets dans la marmite pour délimiter les mesures. Comme c'est marqué dans les korbanot, Shenatot Hayu Bahin. Bahin, c'est une quantité d'huile, hein, c'est une mesure, c'est un volume. Et dans les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait Shenatot, il y avait des barres de mesure. Adkan la part, voici la quantité d'huile pour un taureau. Adkan l'aïd pour un bouc. Adkan la keves pour un mouton. Donc ce sont un truc qui était habitué dans le Beth Amikdash d'avoir une carafe avec différentes mesures pour pouvoir savoir chaque korban combien d'huile il faut rajouter. Combien de vin plus précisément. Hein. Aussi, c'est aussi la même chose. Après, Ibayetema. Et si tu veux, je peux dire une autre explication. Man andifa aputa. Qu'est-ce que ça veut dire quoi andifa? Ça veut dire aputa. C'est quoi aputa? Aputa, ça veut dire le front. Le front. Et veut dire pourquoi le front? Pour rendre rouge le front. Donc, comme le front des fois était trop blanc, il mettait de la chose sur le front. En mettant de la chose sur le front, ce petit liquide de front là, ça le rendait, ça brûlait un peu la peau, donc ça la rendait toute rouge. Et ça embellissait la personne en question. Et ça veut dire andifa. Et semblerait-il que ça devait être plus petit que les tempes, hein, puisqu'on a normalement Rav Nachman est censé être mahmir sur Rabbi Yehuda. Donc semblerait-il que pour mettre sur le front, c'est moins que mettre sur les deux côtés pour enlever les poils et rendre ça rouge, mais pour enlever les poils. Hein. Qui est maintenant, d'où on sait qu'andifa veut dire aussi le front, qui ha deou bar Galil, une personne du Galil, de Ikla les Babel, qui est arrivé à Babel. Et ils lui ont dit Koum darosh lanu b'maseh merkava. Dis-nous un devoir Torah sur maseh merkava, ça veut dire ce qui est Cheskel. Rashi dit, on appelle le Rambam, ce qui est Cheskel a vu les malachim, le Kisei HaKavod, les séraphim. Raconte-nous un petit peu, fais-nous un petit dracha là-dessus. Amar leu edrosh lechu, de darish Rabbi Nechemia lechavre. Je vais vous donner la devoir Torah que Rabbi Nechemia a dit à sa chavruta et que sa chavruta m'a dit à moi. Or, n'oubliez pas qu'il y a un klal que d'ivrei Kabbalah,
d'ivrei Merkava, d'ivrei Kabbalah, si c'est vraiment de la Kabbalah hard, des trucs qui sont des grands secrets, on n'a pas le droit de la prendre en public. Il faut la prendre qu'à des individus de peur que les personnes fassent des erreurs d'interprétation parce qu'on rentre dans des domaines de définition différents avec des repères différents. Par conséquent, ne pas enseigner ça en public devant tout le monde et là, à une personne suivant son niveau à lui. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu là. Toute la chassidoute, elle a été justement être la sot lachem et faire Toratecha. Pour sauver le Ham Israël, ils ont rabaissé la chassidoute, enfin la Kabbalah au niveau accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas la Kabbalah hard comme ils apprenaient à l'époque, mais néanmoins, ce din-là, de ne pas la prendre en public, Baal Shem Tov, il a dit que Guy Azman d'être Mefarsem. Comme Rebbe, il a été Mefarsem la Mishnah, lui, il a commencé à être Mefarsem et de rendre plus accessible tous ces notions de Kabbalah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il fait une dracha. Et je vais faire la dracha quand je vais vous expliquer ce qu'a dit Nehemia le Chavre. Nafka Arir Ata est sorti une guêpe, mine à côté du mur, ou marté un diffé. Et il l'a piqué sur le front, ou mit et il est mort. Amroule, ils lui ont dit, man dile hadale. Il s'est causé ça à lui-même. Comme il a voulu dévoiler les secrets de la création, enfin les secrets de la Kabbalah, il s'est causé ce problème-là à lui-même. Matnitim. Maintenant, on vient à la Mishnah. Adama kechotam amar tsufim. La Adama, combien la terre, de quoi pouvoir faire un poinçon, des sacs de matières premières, pas de matières premières, de légumes et tout ça, il devait les poinçonner. On les poinçonne avec de la terre, avec de l'argile, pour dire que voilà, ça c'est à moi, ou ça c'est fermé, ou comme vous voulez. Ou ça c'est caché, comme vous voulez. Amar tsufim. Je vais Rabbi Akiva. Comme le poinçon qu'on met dans les lettres, qui est plus petit bien entendu. Zevel vechol, hadak, donc les engrais et du sable fin, qu'aider les abel kelach shel krou, de quoi pouvoir mettre autour d'un chou. Il verra bien Akiva. Qu'aider les abel karisha. Une karisha, c'est un karti, donc c'est un poireau, donc c'est plus petit. Cholagas, par contre du sable épais, qu'aider l'iten melo kafsid. Kafsid, on va voir, c'est une cuillère que ceux qui travaillent dans la chaux ont l'habitude pour mélanger la chaux avec. Et kafsid, donc de mettre du kafsid dessus, cette quantité-là, ça c'est le cholagas qu'on n'a pas le droit. Canet, un roseau, que dès la saute coulmousse, de quoi pouvoir faire un petit plumier, une petite plume. Veimaya omer, ou ça s'il est trop épais, ou il était déjà il a des fissures, donc on ne peut pas l'utiliser comme coulmousse. Que dès les vachel bobetzakala, de quoi pouvoir cuire un petit œuf, on va voir ça dans l'agma, c'est quoi? Chez Betzim parmi les œufs. Troufa, mais qui est déjà brouillé, ou netuna bailfas, et qui est mis dans la poêle. Pour pouvoir cuire un œuf brouillé dans la poêle, et on va mâcher avec un peu d'huile, automatiquement. Maintenant, al malek kafsid, sur ce din-là de malek kafsid, que ça c'est kaviachol, la quantité de cholagas, tana, kedeliten al pi kaf shel sayadim, de quoi mettre dans le kaf, c'est quoi kafsid? Ce kaf-là que les sayadim, ceux qui ils ont l'habitude de travailler dans la chaux, ils ont l'habitude d'utiliser. Mantana, qui est ce tana-là? Des chol malela, qui est ce tana qui pense que le sable c'est bon pour la chaux, que c'est un produit qui est bon pour la chaux. Amar Frizda Rabbi Yudaï. Pourquoi? Parce que Rabbi Yudaï il a dit dans les dinim concernant le korban abayt. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Netanya, lo yasu chadam et beto, ça c'est Tanakama. Lo yasu chadam et beto besid. Un homme il ne doit pas mettre la chaux sur lui à la maison. Et là, imken, irvev boteben ochol. La condition qu'il a mis de la paille ou du sable pour noircir le cidre. Parce que comme dans le Beth Amikdash, les murs étaient peints en blanc de cidre, c'est pour ça que dans les dinim de Touma et Tahara de Tsarat, là-bas on demande qu'est-ce que c'est le loven betza ou loven ketsida echal. Dans le echal, c'était un mamage du blanc très fort. Ils avaient peint le blanc avec du cidre très blanc pour se rappeler la korban du bail. Donc nous on peint pas la maison avec du vrai blanc. D'après Tanakama. Rabbi Yuda Omer, Teven Mutar, tu as le droit d'utiliser Mutar, Chol Asur, mais du sable que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Mipne Sheu Tar Kassid, parce que ça renforce le cidre. Quand je mets du sable avec du cidre, le cidre devient bien fort, il devient bien dur. Et donc là, ça va nous rappeler Kaviachol, le problème du Beth Amikdash. Alors maintenant, et c'est pour ça qu'a priori, qui est l'auteur qui pense qu'on met du sable dans le cidre? Ça c'est Rabbi Yehuda. Rava Amar, afilu tema Rabbanan. Tu peux dire même Rabbanan. Kilkulo zeotikuno. Le fait, il y a deux façons de comprendre, on va donner une des façons la plus simple, qui est celle que Rashi préfère. Kilkulo, le fait que tu vois que de mettre c'est pas bon, tu n'as pas le droit parce que ça t'enlève la couleur.
Zéotikuno, c'est ça qui me dit que c'est la quantité. Le fait que tu vois que tu mets le sable dans le cidre et ça va te permettre de noircir le cidre, donc ça montre que le chol il est important. Donc tu peux dire aussi d'après Rachamim, la quantité que tu dois mettre pour noircir le cidre, c'est ça la quantité que tu n'as pas le droit de faire sortir pendant Shabbat. Tu n'es pas obligé de dire que j'ai le droit de mettre du cidre parce que ça durcit le cidre. Et là, tu peux aller même d'après Rabbanan. Il y en a qui veulent dire que kilkulo zeutikuno, ça veut dire quoi? C'est que comme c'est vrai que ça noircit, mais ça durcit. Comme ça durcit le cidre, ça le rend plus costaud, c'est pour ça que kaviachol zebayati. C'est peut-être pour ça aussi qu'on met dans du béton du sable. C'est pas qu'à ça doit durcir le béton quand on met du sable à l'intérieur. Parce que même dans le béton, on met du sable aujourd'hui. Peut-être c'est ça la raison aussi, que ça durcit un peu plus. En tout cas. Kane, kedel asod kulmus. On a dit un roseau, de quoi pouvoir faire une plume. Tana kulmus, quel type de grandeur de plume? Amagia le kishretz baotav, qui arrive jusqu'à kaviachol nos articulations du doigt. Le problème, c'est de quelle articulation? Bayrabashi, kesher elion, l'articulation, celle qui est en haut, ou kesher tarton. On peut dire l'inverse, kesher elion ou kesher tarton. Lequel des deux articulations? Ça, c'est la grandeur du kulmus que je n'ai pas le droit de faire sortir. Teko, le Karov n'aura la réponse. Vimaya, si ça aurait été épais, Tana, Troufa, tu m'as dit avec un œuf brouillé, Beshemen, avec de l'huile. Venetuna bailfas, et mis dans la kaviachol, dans la poêle. Amar le mar bere de Rabina, le bere à son fils, Mishami alecha betzakala mahi. Est-ce que quelqu'un une fois t'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire un petit œuf, betzakala? Amar le bea de tziltzela. L'œuf d'un pigeon. Tziltzela, a priori, c'est un pigeon. Alors, maïtama, mishum de zoutra. Pourquoi? Parce que c'est l'œuf, il est petit. Et ma de tzifrata. Prends aussi un petit oiseau. Les petits oiseaux que vous avez dehors là, ils ont des œufs encore plus petits que celles du pigeon. Ils sont cachers aussi, ces oiseaux-là. Parce que l'Europe des oiseaux, ils sont cachers. Ces petits oiseaux dehors, ils sont cachers aussi. C'est difficile à faire la shrita, pour ne pas le casser la nuque. Mais ils sont aussi des oiseaux cachers. Alors, tu prends des campagnes, ces petits œufs là aussi. Ishtik, il n'a pas répondu. Amarle mide shamia lechabea. Tu as entendu une fois quelque chose là-dessus? Amarle achi amarav sheshet. Betzatar negolet. C'est pas l'œuf d'un pigeon, l'œuf d'une poule. Ah. Ou maïkarou le betzakala. Pourquoi tu l'appelles betzakala? Shiru chachamim en lecha betzakala levachel le terme betzatar negolet. Si tu veux faire cuire un œuf d'un pigeon, pas cuire un œuf d'un poulet, celui du poulet cuira plus vite que celui du pigeon. C'est pour ça qu'on a pris betzakala comme symbole, comme modèle kaviachol de la quantité de combustion de cané qu'on n'a pas le droit de faire sortir. Ou maïshena kol shiure shabak et gogeret ve'acha betza. Comment ça se fait qu'habituellement, dans toutes les quantités, on parle de la quantité de gogeret, dans tous les shiurim de la nourriture, pas de gogeret. Et là, pour le kaviachol, le roseau qu'on va utiliser comme moyen de combustion, on a utilisé la notion de betza. Amarle achi amar Nachman ki gogeret mi betza kala. Gogeret de betza kala, ça veut dire que c'est exactement la même mesure. Dans les deux, c'est exactement la même mesure.